Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le dispositif éco-énergie tertiaire co-organisé avec la DREAL des Pays de la Loire. Alors, je vous rappelle que ce webinaire est à destination des personnes initiées au dispositif éco-énergie tertiaire. Nous ne reviendrons pas sur les bases, mais nous allons faire un focus sur l'arrêté valeur absolue 6 qui est sorti il y a quelques semaines et aussi avec un point d'actualité sur la plateforme Opérate. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Anne Barre, chargée de mission rénovation chez Novabuild. Et pour ceux qui ne connaissent pas Novabuild, nous sommes une association. Nous fédérons et mobilisons les professionnels de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement en Pays de la Loire autour des enjeux A2BCS, atténuation et adaptation au changement climatique, préservation de la biodiversité, circularité de la ressource et la santé. Notre objectif est de conduire un changement des mentalités vers un changement des pratiques dans les projets. Donc ce webinaire, comme je le disais en introduction, est co-organisé avec la DREAL des Pays de la Loire. Je vous rappelle que c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et j'ai le plaisir du coup d'introduire Jean Nicolet qui prendra la parole lors de ce webinaire. Jean, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis chargé de mission bâtiment énergie à la DREAL des Pays de la Loire, c'est-à-dire que je traite les réglementations en lien avec l'énergie dans le bâtiment. Et en parallèle, dont le décret tertiaire, et en parallèle, je supervise les déclarations des services de l'État, des services déconcentrés de l'État dans la région pour le décret tertiaire. Et nous aurons également Maxime Cramès de la DDTM, donc c'est la Direction départementale des territoires et de la mer de Loire-Atlantique. Maxime, je te laisse te présenter également. Bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Maxime Cramès. Je suis chargé de projet bâtiment à la direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique. Et donc moi mes missions sont le portage et le décryptage essentiellement du décret tertiaire en appui de Jean sur le territoire Loire-Atlantique. Merci. Eh ben, merci à tous les deux d'avoir accepté de nous apporter vos éclairages sur le dispositif éco-énergie tertiaire et surtout sur ce nouvel arrêté qui vient de sortir. Je précise aussi que ce webinaire est organisé dans le cadre de l'offre énergie et décarbonation soutenue par Nantes Métropole. Donc c'est une offre qui est co-animée avec 3 autres partenaires, Alizé, Atlanson et Horace. Et dans le cadre de cette offre, Novabuild apporte des éclairages sur la réglementation du bâti existant, donc comme par exemple le dispositif éco-énergie tertiaire, mais pas que. Et nous apportons aussi des informations aux maîtres d'ouvrage pour les sensibiliser sur les enjeux de la rénovation. Donc le programme de ce webinaire, décret tertiaire 4 2030, nous allons commencer par une petite introduction de Jean sur le déploiement des déclarations Opérate en Pays de la Loire. Ensuite, ce sera Maxime qui interviendra pour vous présenter les points importants de l'arrêté valeur absolue 6 qui vient de sortir. Jean enchaînera sur les nouveautés sur Opérate et fera un point aussi sur la modulation des objectifs. Et nous terminerons bien sûr ce webinaire sur un temps de questions-réponses. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la conversation. Ma collègue Julie l'animera tout au long du webinaire. Merci Julie. Et nous poserons vos questions aux deux intervenants en fin de webinaire. Donc je laisse la parole maintenant à Jean et Maxime et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Anne. Donc pour commencer, un point très rapide sur les statistiques de déclaration de consommation dans Opérate. Ce que je vous présente, ce sont des statistiques sur les consommations de 2023, pour la simple et bonne raison que pour la région des Pays de la Loire. Les statistiques les plus récentes dont nous disposons datent de mai. Mais au niveau national, le ministère de la Transition écologique publie régulièrement des données mensualisées que vous pouvez retrouver sur Opérate. Et c'est donc les données que vous voyez sur la droite sont les données les plus actualisées des consommations 2023. Ce qu'il y a à retenir de ces informations, de ces données, c'est que la région de Pays de la Loire, quelle que soit la métrique qu'on utilise, représente 4 à 5% des déclarations nationales, ce qui est en cohérence avec le poids démographique et économique de la région, donc il n'y a pas de surprise. Donc voilà pour les chiffres. À présent, je vais laisser la parole à Maxime, qui va vous parler des nouveautés de l'arrêté valeur absolue 6. Aujourd'hui, je souhaite profiter de ces quelques minutes pour vous présenter la publication du dernier arrêté valeur absolue 6, paru début septembre 2025 au journal officiel.
J'aborderai également les annexes associées qui ont été également diffusées dans le bulletin officiel. Donc, en fait, cet ensemble marque un peu une étape importante, comment pourrais-je dire, dans la mise en œuvre, en fait, du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc dispositif, je vous le rappelle, qui accompagne les acteurs du tertiaire dans la maîtrise de leur consommation énergétique. Donc, pour que ce soit plus clair, je vous propose d'organiser cette présentation autour de 3 points principaux. Donc, j'aborderai dans un premier temps les nouvelles catégories d'activités qui sont désormais couvertes par cette arrêté. En second lieu, j'aborderai les documents récapitulatifs et ce qu'ils apportent concrètement, donc en soi les annexes. Et enfin, je terminerai par les nouveautés diverses donc, qui viennent accompagner le dispositif. Je vais également essayer de ponctuer en fait, ma présentation de quelques conseils pour que l'ensemble puisse mieux comprendre comment exploiter ces informations dans vos activités. Donc, si on peut peut-être passer à la diapo suivante, Jean, merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouve qu'il est important de mentionner la FAQ d'Opéra sur le site de l'ADEME. Je trouve que c'est un outil hyper intéressant qui permet à tous de rassembler l'ensemble des textes réglementaires accessibles. Donc, je vous invite à vous rendre sur la FAQ et de taper via un petit contrôle F au fait, le mot-clé texte régissant le dispositif avec texte au pluriel. Et donc, qui vous permettra de trouver une rubrique rassemblant l'ensemble des textes de référence du décret tertiaire. Donc, pour moi, je trouve que cette FAQ apporte vraiment une vraie valeur ajoutée de manière pratique pour avoir une vision complète et à jour du cadre réglementaire. Et dans mes activités quotidiennes, je trouve que c'est vraiment un outil précieux. Par exemple, si vous devez répondre à des questions ou accompagner les assujettis autour de la mise en œuvre du dispositif. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que le corpus réglementaire du décret tertiaire donc, est désormais bien stabilisé, donc après plusieurs années d'ajustements et de précisions successives. Donc, les derniers textes, notamment les derniers arrêtés valeur absolue, apportent vraiment un affinage, viennent vraiment affiner pardon, les modalités techniques. Et de son côté, la plateforme Opera continue d'évoluer en intégrant ces nouveaux cas de figure. On peut passer à la diapo suivante. Donc en termes autour du contexte de la publication du dernier arrêté, donc le ministère de la Transition écologique, en fait, a publié cette dernière arrêté valable absolue 6, donc le 5. Donc publication, je dirais qu'on vient vraiment clôturer la série des valeurs absolues 2030. Et je trouve que ça marque vraiment une complétion du dispositif et permet à l'ensemble des assujettis de disposer désormais de l'ensemble des valeurs de référence, et ça pour l'ensemble des secteurs d'activité assujettis au décret tertiaire. Donc juste pour illustrer l'importance de cet arrêté valeur absolue 6, pour information, en fait, il représente à lui seul environ 17% des consommations estimées du tertiaire, ce qui est donc une part non subsidiaire du périmètre couvert. Donc, juste avant de rentrer dans le détail de l'arrêté valeur absolue 6, je trouve qu'il est intéressant de rappeler qu'avant sa publication, en fait, le ministère de la Transition écologique, en fait, a mené une consultation publique auprès de l'ensemble des acteurs concernés. Donc, cette consultation, en fait, a permis à l'ensemble des personnes travaillant sur le dispositif de recueillir l'ensemble des avis des différents acteurs du tertiaire, que ce soit les gestionnaires de bâtiments, les représentants de commerce ou encore les bureaux d'études. Donc ça a permis de travailler sur la pertinence des valeurs absolues proposées, de vérifier, de tester aussi la lisibilité du dispositif, pardon, et en soi, d'une manière plus générale, la faisabilité des objectifs. Au fait, pour résumer, on peut dire que l'ensemble de ces retours donc, ont permis une vraie prise en compte pour ajuster et vraiment peaufiner les dernières valeurs, et aussi pour permettre de compléter les annexes qui viennent complémenter cet arrêté. Donc pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, je vous invite à consulter la synthèse de ces consultations, donc, qui est disponible sur le site du ministère actuellement. Donc concrètement, qu'a-t-on ajouté dans ce nouvel arrêté? Donc on vient compléter l'ensemble, on vient ajouter en fait les valeurs absolues manquantes pour les secteurs d'activité suivants. Donc on retrouve les commerces, bien sûr, les cinémas. On va retrouver également les services funéraires, les banques, ainsi que l'ajout des sous-catégories administration et bureau, et ça pour l'entièreté de chaque grande catégorie.
Par ailleurs, en fait, cet arrêté ne se contente pas juste d'ajouter de nouvelles catégories, ce qui vient apporter aussi plusieurs ajustements techniques. Donc, par exemple, la formule de modulation pour les bureaux, en fait, a été revue pour être plus cohérente avec celle des autres catégories. Donc, certaines autres sous-catégories, ont été également actualisées et on a été venir, ajuster aussi quelques erreurs présentes dans la version précédente, à savoir quelques corrections d'intitulé et quelques problèmes de mise en forme. Donc tout ça, même si ça peut paraître un peu secondaire, en fait, ces corrections jouent vraiment un rôle, central, pour rendre le dispositif plus clair, plus cohérent et du coup pour faciliter, à l'usage, son utilisation. Donc on peut maintenant peut-être passer à la diapo 7. Donc, je souhaite maintenant aborder un élément central de ce nouvel arrêté, donc à savoir les annexes, qui pour moi c'est une véritable clé de voûte du dispositif. Donc, cette mise à jour en fait a entraîné une refonte complète de l'annexe existante et offre maintenant un regroupement, de l'ensemble des valeurs absolues 2030 dans un seul document. Donc, pourquoi en fait, mettre tout ça dans un seul document? Tout d'abord, on avait un objectif double, c'était de corriger les incohérences et avant tout, c'était surtout de proposer un document unique, plus lisible, qui permette à tous de visualiser toutes les valeurs, en un seul endroit. Donc si on aborde, cette nouvelle arrêté d'une manière un peu moins macro, en fait, l'annexe 1, regroupe désormais l'ensemble des tableaux de valeurs absolues. Donc, et vous offre du coup une vision complète et centralisée du dispositif. Vous retrouverez aussi quelques indications pratiques pour le remplissage des indicateurs d'intensité d'usage, ce qui peut être plutôt très utile. Alors de son côté, l'annexe 2 reprend et complète au fait le tableau des coefficients d'ajustement climatique, qui est plutôt utilisé pour moduler les objectifs selon vos zones géographiques. Et en soi, tout ça, enfin, cette modulation est plutôt essentielle en fait pour tenir compte des variations climatiques locales et garantir à l'ensemble des cas de figure, que les objectifs soient le plus réalistes et adaptés à chaque situation. Donc on peut peut-être passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc en termes de nouveautés administratives et pédagogiques, donc sur le plan administratif, en fait, on vient introduire, également une nouveauté majeure, donc à savoir la nouvelle attestation numérique provisoire, donc et ça pour tous les secteurs d'activité. Donc, vous aurez la possibilité de télécharger cette attestation en provisoire, et ce jusqu'au 1er juillet 2026. Donc on considère un peu cette période comme une phase de familiarisation avec cette attestation. Tout ça, au fait, pour permettre aux acteurs de s'habituer progressivement, à ce nouveau document, heu, avant toutefois l'entrée en vigueur, des obligations, à venir. Donc après cette date, l'affichage devrait devenir obligatoire, même si certains détails restent encore à préciser. Non, sinon, autre point notable, il y a aussi l'ajout du gaz naturel liquéfié, donc qui est désormais reconnu comme énergie primaire renouvelable et vous le retrouverez dans le tableau de conversion en énergie finale. Donc sinon, en fait, pour accompagner la sortie de cette arrêté, donc le ministère de la Transition écologique aussi a publié, donc vous propose, plusieurs supports pédagogiques, donc à savoir, un petit flyer en fait sur l'accompagnement destiné aux tertiaires privés et vous retrouverez aussi un document spécifique au commerce. Donc ces 2 documents en fait vous apportent une vraie valeur ajoutée, heu, pour passer de la théorie à la pratique un petit peu et puis aussi féliciter la mise en œuvre du dispositif. Mais je laisserai Jean, aborder, plus en détail ces éléments dans la suite de la présentation. Donc juste si je peux conclure rapidement sur ma partie, je dirais que l'arrêté valeur absolue 6 en fait, vient vraiment achever la structuration du dispositif éco-énergie tertiaire, en nous offrant désormais une vision complète, unifiée et lisible, je dirais, des objectifs à atteindre et ça pour l'ensemble des acteurs du tertiaire. Donc, ce qui aidera justement, pour la suite, l'ensemble des assujettis donc à mieux se repérer et ensuite, à passer à l'action. Donc, merci pour cette partie-là. Merci Maxime. Donc je vais reprendre la main sur les donc après les changements, réglementaires, introduits par Maxime,
je vais vous parler des changements qui ont lieu sur la plateforme Opérate. Pour commencer, une nouveauté qui n'en est pas vraiment une, puisqu'elle avait déjà été introduite en mai dernier, c'est la recherche avancée de FA, l'écran de recherche avancée de FA. Ce qui change vraiment maintenant, c'est que toutes les EFA, quelle que soit l'activité, elles sont prises en compte et vous pouvez avoir affiché les objectifs absolus et relatifs, donc quelle que soit votre situation, à condition d'avoir bien complété vos déclarations de consommation. Donc, si vous ne voyez pas bien de quoi il s'agit comme écran, c'est un écran qui est très pratique quand vous gérez plusieurs EFA, parce qu'il permet de lister toutes les EFA, ou une partie, si vous décidez de filtrer vos EFA. Et vous avez sur la droite les consommations en ratio surfacique, en kilowattheure par mètre carré, d'une sélection d'années déclarées. Et au milieu, vous avez, donc dans l'encadré, vous avez les objectifs en valeur absolue et valeur relative qui s'affichent, avec une mise en évidence de l'objectif le plus facile à atteindre, c'est-à-dire celui qui a la valeur la plus élevée. Je précise que quand vous faites une modification d'une déclaration de consommation dans Opérate, ça peut avoir un impact sur l'objectif en valeur absolue ou en valeur absolue, et donc en valeur relative aussi. Ça peut avoir un impact, et donc l'actualisation de l'écran qui est présenté ici peut prendre quelques minutes. Donc ne vous étonnez pas si vous attendiez à voir quelque chose bouger et que ça ne bouge pas tout de suite. Il faut patienter un petit peu. Maintenant, là, la véritable nouveauté, c'est la prise en compte de l'ajustement climatique. Avant septembre, quand vous déclariez des consommations dans Opérate, donc Opérate calculait pour vous le ratio de consommation surfacique en kilowattheure par mètre carré. Mais si vous connaissez un petit peu la réglementation, vous savez que ce n'est pas cette valeur-là qui sert à évaluer votre atteinte des objectifs. C'est, d'après les textes, c'est la valeur ajustée des conditions climatiques. Là, je vous ai donné un exemple qui est tiré d'une UFA de l'État en Loire-Atlantique. Là, c'est les consommations de 2024. Les consommations brutes, donc juste après les avoir déclarées, elles s'élèvent à 89,4 kWh du mètre carré. Et Opéra recalcule derrière, à partir de fichiers météo, une correction climatique. Et pour nous, la valeur en 2024, ce sera 92,7 kWh par mètre carré. Et on retrouve cette valeur dans le graphique en dessous. Donc, c'est un graphique qui est tiré de l'attestation dont a parlé Maxime. Et aussi, si vous arrivez à voir l'écran, vous pouvez voir qu'en 2024, ce qui est encadré, on retrouve 93, donc la valeur arrondie de 92,7 dans le graphique. Donc ça montre bien que ce sont les données ajustées du climat qui sont prises en compte pour l'évaluation des objectifs. Enfin, une petite remarque. Pardon. Dans mon expérience, j'ai constaté un léger redressement qui dépend évidemment du département, parce que ça dépend de la station météo. Donc en Loire-Atlantique, c'est un petit peu moins marqué. C'est plus marqué dans un département comme la Sarthe, où les hivers ont été un peu plus rigoureux. Et maintenant, donc l'attestation qu'avait évoqué Maxime. Donc la nouveauté, c'est que maintenant l'attestation, elle est vraiment disponible pour toutes les activités couvertes, pour tous les EFA, toujours à condition d'avoir bien déclaré ses consommations d'énergie. Je rappelle que c'est un document qui a plusieurs fonctions. C'est d'abord une fiche d'évaluation pour vous-même, pour comprendre, pour visualiser assez facilement si votre FA est sur la bonne voie ou atteint ses objectifs de 2030. Il y a un encadré qui répertorie l'objectif en valeur absolue 2030 et l'objectif en valeur relative. En dessous, un autre encadré qui vous donne les dernières déclarations de consommation d'énergie, et vous pouvez comparer pour voir si vous êtes au-dessus ou en dessous assez facilement. Et enfin, dans la partie inférieure, vous avez un graphique qui permet, donc là, cette fois-ci, d'évaluer uniquement par rapport à l'objectif en valeur absolue. Donc, l'objectif en valeur absolue, je rappelle, c'est une sorte de standard de performance modérément bonne auquel vous pouvez vous comparer. Et donc, vous pouvez voir comment se situent les performances énergétiques de votre FA. Et c'est résumé en haut à droite de l'attestation par le petit logo de la notation éco-énergie tertiaire, le petit logo à feuille qui symbolise ce niveau de performance. En dehors de ça, c'est un document qui a été pensé comme un outil de communication, à la fois interne et externe, donc que ce soit pour votre personnel ou pour les visiteurs de votre bâtiment ou de votre site, un peu comme peut l'être une affichette de DPE. Et de la même manière que les graphiques, les affiches de DPE, que le DPE pour les logements, c'est un document qu'il est prévu d'intégrer, dont on prévoit qu'il soit intégré aux transactions immobilières à partir du 1er juillet 2026. Mais ça reste une déposition à confirmer, c'est ce qu'évoquait Maxime tout à l'heure.
Voilà, je vais passer à la suite. Avec la publication de l'arrêté, sont apparues également dans Opérat de nouvelles ressources dans l'onglet dédié. Tout d'abord, des documents plutôt grand public, comme donc la plaquette réduire la consommation d'énergie des bâtiments du tertiaire privé. C'est un document qui est destiné vraiment aux personnes novices qui ne savent pas trop par où commencer pour pour obtenir des réductions de consommation d'énergie. C'est un document qui liste quelques mesures simples, avec des pistes de financement, des contacts. Ensuite, si vous avez loupé quelques épisodes, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé sur Opérat, vous avez la lettre d'information de l'ADEME, qui est toujours très pratique pour se mettre à jour. Vous y retrouverez un petit peu les informations dont on est en train de discuter aujourd'hui, plus quelques autres détails intéressants. Ensuite, donc on a la plaquette qu'a évoquée Maxime pour les commerces, donc les commerces qui viennent d'intégrer le dispositif, ou plutôt dont les valeurs absolues viennent d'apparaître dans le dispositif. Donc un document très court qui regorge de liens, ne serait-ce pour comprendre d'une part comment fonctionne le dispositif, ce qui est attendu, et aussi avec un résumé des questions clés dans la fac d'Opérat qui peuvent concerner principalement les propriétaires ou exploitants de commerce. Et enfin, donc pour les utilisateurs un peu plus avancés d'Opérat, le guide utilisateur qui vous permettra de comprendre comment faire pour télécharger les attestations que je viens d'évoquer ou d'autres détails encore. Et je voulais finir ce tour d'horizon des nouvelles ressources d'Opérat par de nouvelles entrées ou de mises à jour dans la fac, donc, qui est un des piliers, comme le disait Maxime, quand on se pose des questions assez détaillées sur la réglementation. Premièrement, une question qui revient souvent, il y a une sorte un petit peu de confusion entre les surfaces qui servent, les surfaces d'assujettissement et les surfaces de consommation énergétique. Donc les surfaces d'assujettissement, c'est des surfaces de plancher qu'on cumule, vous faites la somme pour voir si votre établissement est assujetti ou non au décret tertiaire. Et les surfaces de consommation énergétique, ce sont les surfaces que vous déclarez au moment de déclarer les consommations d'énergie. Donc parfois, il y a des surfaces qui apparaissent dans l'une et pas dans l'autre. Par exemple, si vous avez un immeuble avec un stationnement souterrain, un parking, ça n'est pas de la surface de plancher, donc ça ne compte pas dans la surface d'assujettissement. En revanche, il consomme un peu d'énergie. Et il y a une catégorie d'activité prévue pour ça dans Opérat. Et vous avez tout intérêt à déclarer donc, votre parking quand vous faites votre déclaration de consommation d'énergie, avec la surface associée, si vous voulez bien faire. Ensuite, on a une question sur un cas des piscines publiques et des centres aquatiques. C'est un cas particulier de la question précédente, puisque dans une piscine, vous avez des bassins d'eau qui ne comptent pas dans la surface de plancher. Mais bien évidemment, les consommations d'énergie liées au chauffage de l'eau sont à comptabiliser. Ensuite, une question qui est déjà une question sur les ESAT, sur les établissements et services d'accompagnement par le travail. Je vous laisse, si vous êtes concerné par ce type d'établissement, je vous laisse consulter la question A26. Il y a une petite mise à jour cet été. Et enfin, une question qui va intéresser, je pense, les collectivités. Question qui revient souvent sur le cas des salles polyvalentes, c'est-à-dire des salles où il peut y avoir plusieurs activités et on ne sait pas déterminer laquelle déclarer. La question A33 vient préciser des choses. Soit vous avez une activité qui est majoritaire à plus de 80% et elle peut être considérée comme l'activité à déclarer pour la salle polyvalente, ou alors vous allez déclarer un petit peu, reprendre le prorata temporel des activités et le déclarer comme un prorata surfacique. Je vous donne un exemple. Si par exemple, dans votre salle polyvalente, elle sert 20% du temps à des réunions, et bien vous allez déclarer 20% de la salle comme une salle de réunion. Si elle sert 30% du temps à du théâtre, vous allez déclarer 30% de la salle comme une salle de spectacle, etc., etc. Je vous laisse vous référer à cette question si vous en avez besoin. Donc maintenant, passons à la partie sur la modulation des objectifs. Je tenais à en parler aujourd'hui parce que je sais qu'il y a souvent des questions sur ce point de réglementation qui est un point un petit peu avancé, souvent parfois ignoré. Déjà, pour commencer, je rappelle que la modulation, ça sert à ajuster un petit peu l'objectif par rapport à des particularités de votre FA. Parce que les objectifs en valeur absolue, les valeurs absolues qu'on retrouve dans les arrêtés, elles ont été pensées pour des sortes d'établissements standards dans une certaine catégorie d'activité, mais peut-être que votre établissement ne correspond pas exactement à ce standard, s'éloigne un petit peu de ce standard.
Et donc, il y a trois grands types de modulation. Donc, une modulation liée auquel je venais de présenter, donc quand l'activité varie en fonction d'un standard ou varie dans le temps. Un autre grand cas qui est quand le coût des mesures ou actions à mettre en place pour obtenir les réductions de consommation d'énergie qui permettraient d'atteindre les objectifs sont bien trop élevés et vous voulez mettre ça en avant. Donc, je tenais à en parler parce qu'il y a une échéance qui s'approche d'ici moins de 2 ans. Et enfin, quand cette fois-ci, ce sont des contraintes liées au bâti, des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, qui viennent compliquer la mise en place des actions de réduction de consommation d'énergie. Alors, tout d'abord, penchons-nous un peu sur la modulation liée à l'activité. Donc, c'est une modulation qui passe par les indicateurs d'intensité d'usage. Si vous ne voyez pas bien de quoi il s'agit, dans Operat, quand vous déclarez des consommations d'énergie, vous commencez tout d'abord par dire quelles sont les activités qu'il y a dans votre FA et puis pour quelle surface. Ensuite, vous déclarez les consommations d'énergie. Et à la toute fin, vous avez un onglet qui s'appelle volume de l'activité, dans lequel vous allez retrouver des tableaux comme celui qu'on trouve en bas de la diapo, avec plein de lignes et de chiffres et des champs à remplir. Peut-être que certains d'entre vous ont été un petit peu désemparés par ce genre de tableau. Là, je vous ai mis comme exemple le cas des bureaux, les bureaux standards, pour lesquels il y a toujours trois indicateurs d'intensité d'usage, donc trois paramètres qui peuvent faire varier l'objectif en valeur absolue. Un qui est lié à l'amplitude horaire annuelle, donc c'est-à-dire le nombre d'heures qui sont ouvertes à l'année. Un lié à la surface de plancher par poste de travail, et un autre au taux d'occupation. Ces paramètres, vous avez la possibilité de les modifier si vous considérez qu'ils ne correspondent pas à la réalité de votre FA pour l'année de déclaration. Par exemple, l'amplitude horaire annuelle, le chiffre de 3120, donc à gauche, on a les valeurs étalons, c'est un petit peu les valeurs par défaut. Le nombre de 3120 heures ouvrées par an, ça correspond à des bureaux qui sont ouverts 12 heures par jour, 5 jours par semaine, 52 semaines par an. C'est déjà pas mal parce que on considère que ce sont des bureaux qui ne ferment jamais dans l'année pour congé. Mais peut-être que vous êtes dans une situation où vos bureaux sont ouverts plus de temps que ça. Par exemple, si vous avez une grande surface qui est ouverte 6 jours par semaine et que vous avez des bureaux qui sont aussi ouverts le samedi, donc vous consommez plus qu'un autre bureau du même type qui serait ouvert 5 jours par semaine. Et donc ajuster l'indicateur d'intensité d'usage d'amplitude horaire annuelle, ça vient un petit peu corriger cette injustice et vous donner un objectif qui soit un peu plus proche de votre réalité. Dans la diapo présente, j'ai indiqué 8760. 8760, en fait, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année. Donc, c'est le maximum. Donc, il y a deux grands cas de figure où il peut être intéressant pour vous de venir modifier, ou vous devriez modifier les indicateurs d'intensité d'usage. C'est le premier cas, donc, quand votre établissement s'éloigne un petit peu des valeurs standards qui ont été prévues dans les arrêtés, ou autrement, quand votre activité varie au cours du temps. Par exemple, si par chance tout se passe bien pour vous et votre activité se porte bien et vous recrutez un nombre de personnes conséquent d'une année à l'autre, si vous recrutez des gens dans des bureaux, il faut leur donner des ordinateurs, d'autres équipements, ça consomme de l'énergie. Et même chose, il faut pouvoir en tenir compte. Et c'est là que peuvent intervenir les indicateurs de surface de plancher par poste de travail ou de taux d'occupation. C'est à vous de voir ce qui est le plus pertinent dans votre cas. Si rien ne bouge, si vous ne bougez pas vos murs, si vous avez le même nombre de personnes dans les locaux. Pour finir sur ce point, n'y voyez pas là une façon de tricher quand même avec vos objectifs. De toute façon, quand vous déclarez vos consommations dans Opérat, et ça vous est rappelé, que c'est un cas de fraude sanctionné dans le code pénal. Et puis, donc ça se passerait mal en cas de contrôle. Et puis aussi, vous tireriez un levier, vous enlèveriez un levier dans le cas où votre activité évoluerait. Parce que si vous commencez à tricher donc, sur un paramètre, et qu'après ce paramètre évolue réellement dans votre activité réelle, vous n'avez plus le levier pour ajuster votre objectif par rapport à votre activité qui augmente et vos consommations d'énergie qui augmentent.
Un dernier point là quand même sur la modulation, donc très rapidement pour les personnes qui aiment creuser le sujet. Donc ça, ce sont les tableaux qu'on retrouve dans l'annexe 1 dont a parlé Maxime tout à l'heure. Ce sont des tableaux très complets et comme disait Maxime, c'est un petit peu le deuxième pilier d'information quand vous cherchez à creuser le sujet, à comprendre comment vous devez bien déclarer vos consommations dans Opérat. Si vous n'avez jamais vu ce type de tableau, bon, je vous présente rapidement. Il y a deux blocs. Il y a un premier bloc qui est la composante CVC, c'est-à-dire la valeur qui est liée au climat dans votre objectif en valeur absolue. Donc, nous qui sommes en Pays de la Loire, on est toujours en zone H2B. Et même 99% du temps, on est en dessous des 400 mètres. Donc, par défaut, on commence avec 50 kWh par mètre carré dans notre objectif. Donc, c'est le 50 que vous voyez encadré en haut. Et ensuite, il y a un deuxième bloc sur la composante US, là, ce sont les indicateurs d'intensité d'usage. Et il y a deux grandes catégories euh, d'indicateurs, les indicateurs temporels et les indicateurs surfaciques. Donc là, j'ai repris un tableau sur les bureaux, mais si on prenait une autre activité, ce ne serait plus du tout les mêmes indicateurs. Mais on a toujours un petit peu cette idée de est-ce que votre activité, elle consomme de l'énergie dans le temps, ou elle est intense en consommation dans le temps, ou intense en consommation dans l'espace, en fonction de ces paramètres. En dessous, vous avez une formule qui est généralement assez indigeste, on ne va pas en parler, mais c'est la formule qu'utilise Opérat pour donc calculer en fin de compte votre objectif modulé. Et tout en bas, en dessous du tableau, vous avez souvent des remarques très intéressantes pour comprendre comment bien déclarer les choses. Donc là, vous retrouvez ce que je vous disais tout à l'heure sur le nombre d'heures ouvrées, à quoi ça correspond, la valeur par défaut de 3120. On retrouve aussi d'autres remarques de ce genre en préambule d'une activité ou en préambule du document. Donc, je vous invite vraiment, si vous voulez vous intéresser aux indicateurs d'intensité d'usage, d'ouvrir cette annexe 1. Elle regorge d'informations très utiles. Ensuite, donc, la modulation pour coûts disproportionnés. Alors, cette modulation-là, elle passe par un dossier technique. Et l'échéance de dépôt de ce dossier, c'est le 30 septembre 2025, donc d'ici moins de 2 ans. Si vous vous sentez donc concerné par ce type de modulation, sachez que vous devez déposer un dossier pour un levier d'action et non pas pour un ensemble de leviers. Vous ne pouvez pas dire la rénovation globale de mon bâtiment coûterait trop cher. Ça ne marche pas. Il faut pouvoir identifier un levier ou alors vous déposez un dossier pour chaque levier. Et c'est pour ce levier précis que vous allez devoir calculer le temps de retour brut sur investissement et voir si pour voir s'il excède le seuil prévu par la loi selon le type d'action. Pour ceux qui connaissent un petit peu les décrets BAC, vous allez retrouver les 10 ans, les 10 ans d'exemption. Ce dossier, ce n'est pas une simple note de calcul que vous faites dans un coin, c'est un dossier qui doit être réalisé par une personne qualifiée. Donc, il faut comprendre un bureau d'études énergétiques ou un architecte qui a la compétence énergétique. Ça peut être aussi fait par une personne en interne, tant qu'elle a cette compétence énergétique qui est décrite dans les textes. Et bon, la petite note qui fâche, c'est que le dossier n'est pas encore retirable et déposable dans Opérat. Mais sachez que c'est un chantier prioritaire de la DHUP en ce moment. Et qu'on peut s'attendre, j'espère, à ce qu'il soit disponible assez rapidement. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est une question qui s'anticipe et l'échéance est de plus en plus courte. Enfin, la modulation donc pour les autres contraintes. Donc là, on vient voir non pas seulement les actions d'efficacité énergétique, mais aussi les mesures qui pourraient permettre d'adapter les locaux et réduire ainsi les consommations d'énergie. Donc trois grandes catégories, les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Et vous avez toute une série de documents à produire. Donc certains dépendent un petit peu du type de contrainte. Et vous retrouvez encore le besoin de faire appel à des personnes qualifiées pour les études énergétiques sur le bâtiment, voire sur des équipements de process, le cas échéant. Vous devez aussi donc bien identifier, ne pas vous intéresser seulement aux travaux, mais essayer d'identifier des actions qui permettent d'adapter les locaux pour les rendre plus économes en énergie, pardon. Et enfin, vous devez fournir un programme d'action qui s'appuie sur l'ensemble des leviers d'action, c'est-à-dire pas seulement les travaux, mais aussi les actions sur les usages de sobriété ou d'exploitation maintenance. Bon, là aussi, c'est un dossier qui n'est pas encore possible de retirer et déposer dans Opérat, mais il n'y a pas d'échéance prévue, donc vous aurez tout le temps de le composer par la suite.
Pour conclure sur cette question de la modulation, donc vous l'aurez compris, il y a une modulation qui dépend vraiment de vous, qui est à votre portée, c'est la modulation liée à l'activité via les indicateurs d'intensité d'usage. Ça, vous pouvez le faire, vous pouvez y atteler dès maintenant, et à tout moment où il est encore possible pour le moment de venir modifier des déclarations précédentes, si vous pensez avoir fait une erreur dans ces déclarations. Et d'un autre côté, il y a les modulations sur dossier qui vont qui vont nécessiter de faire appel à des personnes qualifiées et donc des dossiers plus ou moins fournis. Donc, ce sont des choses qui vont devoir s'anticiper. Et si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, je vous conseille d'aller voir donc, cette vidéo. Il y a une vidéo faite par la DHUP il y a un an, que vous retrouvez le lien, je vous l'ai mis ici dans la diapo. Vous le retrouvez aussi dans Opérat. C'est vraiment c'est une vidéo de 40-45 minutes, je crois, et elle est très, très riche en informations. Enfin, je rappelle que la modulation, ce n'est pas une exemption. C'est pas parce vous rencontrez des difficultés techniques, des difficultés à atteindre un objectif, votre objectif de décret tertiaire pour 2030, que ça vaut le droit à une exemption. C'est juste, ça vous permet de le rendre plus facile. L'esprit de la réglementation, ça n'est pas de vous fixer un objectif inatteignable, mais plutôt d'embarquer le plus grand nombre possible de personnes dans la voie des économies d'énergie. Je vous remercie pour votre attention. On va commencer la séance de questions-réponses. Si jamais on n'a pas le temps d'aborder votre question durant ces 15-20 minutes qui viennent, sachez que vous pouvez nous écrire à Maxime ou moi via les adresses qui s'affichent. Normalement, je pense qu'on vous transmettra aussi le diaporama si vous n'avez pas pu prendre note de ces adresses. On pourra répondre sur les questions d'ordre réglementaire qui touchent à la réglementation. Si ce sont des problèmes de fonctionnalité dans Opérat, là, il faut plutôt s'adresser à l'ADEME. Voilà. Anne, Merci beaucoup, Jean et Maxime, pour toutes ces explications très claires. On a eu pas mal de questions dans la conversation, donc on va pouvoir essayer d'y répondre en tout cas. La toute première question, c'était qu'en est-il de l'atteinte de l'objectif à l'échelle d'un patrimoine et pas uniquement d'un bâtiment? Est-ce Alors, je pense je- qu'ils font allusion à la mutualisation des résultats, j'imagine. Enfin, je sais pas ce que C'est t'en penses, ça, Jean. je pense. ouais, Euh, Peut-être que tu as plus de billes que ouais, je peux moi en parler. là-dessus. Ouais. Euh, là aussi, c'est un chantier de la DHUP. On attend encore les développements. Mais oui, c'est bien prévu par les textes. Ce n'est pas encore complètement prêt dans Opérat, mais ça sera tardé. Très bien. Euh, il y a une autre question un petit peu associée. La FAQ O5 mentionne la possibilité d'agréger les résultats obtenus par toutes les entités fonctionnelles tertiaires assujetties présentes dans un même bâtiment, donc avec la même racine d'IUB. Est-ce qu'une visualisation des objectifs par bâtiment est possible sur Opérat? Ça ne me dit rien. En revanche, il y a une nouveauté dans Opérat et qui touche aussi, qui dépasse Opérat, c'est l'introduction du RNB, du référentiel national bâtimentaire. Maintenant, quand vous faites votre déclaration dans Opérat, vous pouvez aussi déclarer ce RNB, le numéro de votre bâtiment. Et peut-être que par la suite, ce sera un développement de la plateforme. Mais pour l'instant, je n'ai pas connaissance de ce genre de choses. Très bien. On a une autre question aussi d'une personne qui visiblement n'a pas ses attestations pour le moment et qui dit y a-t-il encore des activités dont le seuil en valeur absolue n'est pas connu? Alors moi, de mon côté, je n'ai pas connaissance de valeur absolue encore pas ciblée par le dispositif. Je sais pas si Jean, tu as plus de recul là-dessus. Non, moi non plus. En principe, elle devrait tout être couverte, mais je ne peux pas non plus vous Mm. garantir qu'il n'y a pas un trou de souris pour une certaine activité. N'hésitez pas à nous la rapporter par email. On pourra faire remonter en cas de problème.
Ok, super. Et on a deux questions un peu qui se Juste, rejoignent. excuse-moi, je Oui. complète la question parce que je suis pas sûr qu'on l'a bien comprise. Euh, il se peut aussi que parfois il y a des activités qui sont pas strictement décrites dans les arrêtés. Par exemple, quand vous avez des bureaux, vous n'avez pas d'activité de sous-activité pour les couloirs ou pour les toilettes ou pour la tisanerie. Enfin, tout ça, c'est compris comme des choses faisant partie de l'activité de bureau. Et aussi parfois des activités, il faut venir les rapprocher d'autres. On ne retrouve pas la sous-catégorie bien définie dans Opera, mais on peut la rapprocher d'une autre sous-catégorie qui existe déjà. Ça peut être aussi une partie de la solution. Je ne sais pas si j'avais bien compris si c'est cette question-là qui était posée. Ouais, tu veux dire avec la répartition des surfaces sur lesquelles il n'y a pas une sous-catégorie très précise disponible sur Opérate, c'est ça? Ben, le dispositif, quand vous regardez l'annexe 1, vous devez avoir une soixantaine d'activités, et après il y a des sous-activités à l'intérieur. Euh, c'est très détaillé, mais ça peut pas non plus prétendre à une exhaustivité parfaite de tous les codes NAF qui existent au niveau de l'INSEE. Parfois, il faut se rapprocher d'une autre activité. Euh, Très bien. Alors j'avais une question que j'ai vue passer où on demandait jusqu'à quand on allait pouvoir valider et dévalider les déclarations qui ont déjà été faites pour éventuellement les corriger. Je pense que c'est le sous-entendu un peu qui était mis. Et une autre question associée qui demande si on peut visualiser les indicateurs d'intensité d'usage une fois la déclaration validée. Et si oui, où? Ouais. Je réponds à cette question. Alors, il y avait deux questions en une. La première, c'était. Jusqu'à quand on pourra corriger, Ouais, entre guillemets, dévalider les ouais. déclarations, parce qu'aujourd'hui, on peut encore les corriger en les Ben, dévalidant. là, vous pouvez Euh, le faire. Vous pouvez le faire. L'échéance, à partir du moment où vous ne pouvez pas le faire, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Profitez-en. Et la deuxième partie, donc sur les indicateurs d'intensité des âges, oui, on peut les visualiser. Ben, en fait, quand vous avez une déclaration de consommation dans Opérate, vous pouvez la visualiser, vous pouvez revenir dessus, que ce soit pour la modifier ou juste pour la consulter. Et quand vous la consultez, je crois que tout est regroupé en une seule page et on voit les indicateurs d'intensité d'usage tout en bas. C'est pas très graphique, mais vous les avez. Très bien. Tac, tac, tac. Ensuite, pareil, autre question sur les détails de calcul sur Opérate. Il y a une personne qui demande si on voit le détail des calculs use et CVC directement sur la plateforme ou si on voit juste le global. Alors, pas à ma connaissance, mais de toute façon, la partie CVC, elle est très simple à déterminer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes en Pays de la Loire, enfin, il faut consulter les tableaux de l'annexe 1. Mais la partie CVC, il n'y a pas de calcul en soi, c'est juste piocher une valeur dans un tableau et vous devriez pouvoir la trouver assez facilement. Et de là, en déduire quelle a été la valeur de use modulée. Mais le détail de calcul, je ne pense pas qu'il est affiché dans Opérate. Mais vous pouvez, enfin, si vous voulez vraiment le retrouver, vous pouvez hein, à coup de calcul. Mais il n'y a pas de mystère derrière, c'est juste que c'est pas affiché. Ouais, et à ma connaissance, pareil, il y a pas le détail, mais effectivement, on peut le déduire. Euh, J'avais une autre question. Il me semble que les seuils en valeur absolue pour le cas des centres techniques ne sont pas connus à ce jour, car ces derniers ne figurent nulle part. Est-ce que c'est bien le cas ou est-ce que c'est une erreur? De quel centre technique il s'agit? C'est pas précisé. Peut-être que la personne qui a posé cette question peut compléter. Hop. Moi, je sais que pour les ateliers automobiles, on les a. Euh, Après, si vous pensez que c'est pas couvert dans Opérate, enfin, vous voyez pas les choses dans Opérate, n'hésitez pas à nous écrire. On pourra creuser la question. Très bien. J'ai une autre question, cette fois sur le montage des dossiers techniques, où une personne demande combien de temps, a priori, il faut pour pouvoir
compléter un dossier technique de modulation. Je peux pas vous le dire puisque de toute façon, ils ont pas encore été officialisés. Très bien. Et pareil, bon, je pense que tu y as déjà répondu dans le webinaire, mais une personne demandait une précision sur le dossier technique pour contraintes techniques patrimoniales ou architecturales, s'il y avait une échéance à ce jour, mais il me semble que tu as dit qu'il n'y en avait pas pour le moment. Non, il y en a pas, mais oui, je l'ai pas précisé, mais implicitement, il y a l'échéance de 2030 pour faire valoir, parce que l'idée, c'est de faire valoir la modulation pour l'atteinte de l'objectif en 2030, puis 2040, puis 2050. Donc, implicitement, il y a cette échéance-là, qui reste bien plus lointaine que celle du dossier technique, enfin, du dossier pour coût disproportionné. Et puis Jean, tu me corrigeras, après rien n'empêche les assujettis à préparer déjà leur dossier en se rapprochant des professionnels pour un peu anticiper cette échéance. J'imagine que c'est possible pour gagner un peu de temps. Bah, le souci, c'est qu'il faut qu'on connaisse un petit peu le contenu précis du Mm. dossier. Euh, mais merci de me rappeler que euh, là, ce que vous avez intérêt pour anticiper les choses, peut-être, c'est si vous avez des problèmes pour distinguer les consommations d'énergie dans votre bâtiment ou dans votre site, parce qu'il n'y a pas de sous-comptage ou pour d'autres raisons, vous avez peut-être intérêt à commencer à travailler sur ces questions-là en amont, parce que pour pouvoir justifier un petit peu euh, d'un mauvais temps de retour sur investissement ou pour les autres pièces du dossier Mm. technique, il est bon de pouvoir distinguer les consommations d'énergie. Donc ça, c'est un point sur lequel vous pouvez travailler dès à présent. Et puis c'est un bon moyen aussi de faire d'identifier mieux des sources de consommation d'énergie sur lesquelles que vous pouvez réduire. Alors, j'ai une question un petit peu longue. Écoutez bien. Donc, si un bâtiment a été analysé pour vérifier tous les critères d'atteinte des valeurs absolues 2030, comment peut-on anticiper s'il atteindra par ailleurs les prochains seuils 2040-2050? La personne précise, c'est important si on doit engager des travaux d'une certaine importance sur les façades notamment. Comment peut-on les anticiper? Si tu veux, je réponds, j'ai une réponse. C'est une question qui revient souvent. Et merci de la poser parce qu'elle est importante. Disons qu'il y aurait deux grands cas de figure. C'est est-ce que vous êtes concerné par l'objectif en valeur relative ou plutôt par l'objectif en valeur absolue? Si vous êtes concerné par l'objectif en valeur relative, c'est-à-dire que c'est l'objectif qui est le plus simple à atteindre pour vous, là, donc les moins 40%, moins 50, moins 60%, vous connaissez déjà votre parcours. Vous savez déjà quel est les objectifs à suivre. Si par contre vous visez plutôt l'objectif en valeur absolue, c'est vrai que on ne connaît pas pour le moment les valeurs pour 2040 et 2050 pour la simple et bonne raison que euh, elles seront réajustées à chaque fois en début de décennie en fonction un petit peu de l'état de l'art, un petit peu du standard de construction actuelle. En revanche, vous pouvez quand même faire des choses. Par exemple, si votre objectif en valeur absolue reste quand même assez proche de l'objectif en valeur relative, vous voyez déjà un petit peu quel est le parcours maximal que vous pouvez faire, puisque c'est le moins 40, moins 50, moins 60%. Qui devrait être assez proche, vous pouvez déjà vous projeter. Si par contre, votre objectif en valeur absolue est éloigné de votre objectif en valeur relative, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez un bâtiment récent ou qui a été rénové, euh, vous vous trouvez probablement dans ce cas de figure. Là, en effet, c'est plus compliqué puisque vous n'avez pas les valeurs. Vous pouvez juste, comme nous, faire un petit peu des hypothèses sur ce qui pourrait être attendu par la suite. Mais pour l'instant, pas Et d'informations. puis, juste pour ajouter, peut-être, déjà, si votre bâtiment est plutôt bien rénové, vous avez fait beaucoup d'efforts de rénovation là-dessus, sur l'enveloppe, etc. Peut-être que vous pouvez déjà anticiper en travaillant pas mal sur la partie usage, quoi, et puis pédagogie autour des utilisateurs du bâtiment pour essayer de réaffiner et même sans connaître la valeur finale pour 2040 ou 2050. Très bien, merci beaucoup pour ces retours.
Et je pense une dernière question qui est... il y a la personne qui complète sa question de tout à l'heure par rapport aux valeurs absolues pour les centres techniques. Je prends l'exemple d'un centre technique qui comprend un premier bâtiment d'environ 1750 mètres carrés. Voilà, je pense que il y a tout un détail, Jean, donc tu pourras sans doute reprendre contact avec cette personne pour pouvoir répondre à sa question. Et moi, j'avais juste une dernière question, c'est quoi les prochaines échéances par rapport au dispositif éco-énergie tertiaire? Alors, Euh, ouais, pardon. vas-y, Maxime, je t'en prie. En termes d'échéance, on vient de terminer au mois de septembre. Il y avait l'échéance de 2025, donc pour 2024. Et après, je te laisse peut-être Jean parler pour la fois prochaine. Oui, bah, ça reste toujours Ouais, c'est ça. les échéances du 30 septembre de chaque année pour les déclarations de consommation. Donc, ça, c'est la prochaine au 30 septembre 2026. Et puis, donc, la prochaine échéance un peu plus spéciale, bah, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les dossiers de modulation pour coûts disproportionnés, qui en principe, c'est 5 ans après le dépôt de votre déclaration 2022, votre première déclaration. Donc, dans le diaporama, j'ai parlé du 30 septembre 2027 parce que c'est un petit peu l'échéance par défaut, mais ça peut être un peu plus, ça peut être un peu plus tard selon vos modalités quand est-ce que vous avez commencé. Et puis après, la grande échéance, ça sera l'échéance de 2030 pour la vérification des objectifs. Super. On commence à avoir fait le tour un peu de toutes les questions qui étaient dans la conversation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'y répondre aussi précisément. Et merci aux participants et aux participantes d'avoir été aussi actifs et d'avoir posé beaucoup de questions. Jean, est-ce que je te redonne la parole? Est-ce que tu as un petit message à faire passer du coup aux participants? Oui, merci Yann. Bon, déjà, c'est pour rappeler que le décret tertiaire, c'est une réglementation qui se veut pragmatique, euh, qui peut paraître assez compliquée, mais qui se veut pragmatique. Il ne faut pas non plus se compliquer la vie à rentrer dans les détails. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un doute. L'idée, c'est de faire des choses simples qui aient du sens. Et deuxièmement, si vous connaissez des gens dans votre secteur économique ou dans votre secteur géographique, une zone commerciale par exemple ou d'activité, qui ne connaissent pas le dispositif ou qui aimeraient comprendre un peu plus comment fonctionne le dispositif éco-énergie tertiaire, n'hésitez pas à nous contacter, Maxime et moi, selon la localisation, pour qu'on puisse intervenir et présenter la réglementation. Voilà. Merci encore Anne d'avoir animé et Eh merci à toi. bien, merci Jean et Maxime pour tous vos éclairages et toutes ces actualités en fait sur le dispositif éco-énergie tertiaire. C'est toujours très important de pouvoir se tenir un petit peu à jour de ce qui se passe, notamment suite à la sortie de l'arrêté valeur absolue 6. Merci également à tous les participants et participantes qui ont été très actifs et qui nous ont envoyé leurs questions. Voilà, donc vous pourrez retrouver le replay et la présentation du webinaire sur notre site internet novaville.fr et on se retrouve bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup à tous et très bonne journée.